Soyez les bienvenus, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bilan consacrée au Festival du film fantastique de Gérardmer, dont la 32e édition s'est achevée il y a quelques jours, festival auquel j'ai eu la chance de pouvoir me rendre à nouveau et qui était placé cette année sous le signe du fantôme, figure plus qu'appréciée du cinéma fantastique, voire du cinéma en général, et largement présente dans la programmation de la rétrospective qui lui était dédiée aux films projetés en et hors compétition, en passant par la mise en lumière du cinéma de genre vietnamien. Avec pour la première fois une présidente et une directrice à sa tête, le festival se voulait également plus féminin, optant notamment pour 2 présidentes de jury, la réalisatrice Emma Benestan pour les courts-métrages et l'actrice Vimala Pons pour les longs-métrages. Vimala Pons que j'ai découvert notamment chez le réalisateur Bertrand Mandico dans Les Garçons Sauvages et After Blue, ou bien encore dans Vincent doit mourir de Stéphane Castan. Une configuration inédite donc, visant à mettre en avant les femmes dans le cinéma de genre, une volonté que l'on retrouve évidemment aussi dans la sélection des films projetés. Au programme de ces 5 jours de festival, et donc de cette vidéo, pas moins de 15 films, les 9 présentés en compétition, 5 en hors compétition et 1 du Focus V-Aurore, ainsi que la masterclass tenue cette année par le réalisateur américain Ty West et la conférence proposée par le collectif de la sororité autour du fantôme féminin à travers les âges. Bon visionnage! Ça va être tout noir! Au programme de cette soirée d'ouverture, Companion, premier long métrage écrit et réalisé par Drew Hancock. Sorti en France le 29 janvier, soit le premier jour du festival, je me désespérais de ne pas pouvoir le découvrir en salle à ce moment-là. Par chance, j'ai pu le voir à Gérardmer, le film ayant été sélectionné en hors compétition et choisi, en toute logique, pour ouvrir le festival. Dans Companion, Iris et ses amis se retrouvent confrontés à la mort soudaine du milliardaire, les ayant invités à passer le week-end dans son somptueux domaine. Se déclenche alors une série d'événements inattendus, transformant ce qui devait être une escapade paisible en un tourbillon de secrets, de trahison et de danger. Présenté comme une histoire d'amour d'un tout nouveau genre, et précédé d'une bande-annonce particulièrement accrocheuse, bien que révélant l'un des points principaux de son intrigue, Companion constitue une excellente entame de festival, proposant un curieux mélange de romance, de science-fiction, d'humour noir, de thriller et d'horreur. Malgré une mise en scène qui n'ose sans doute pas assez, et un récit que j'imaginais plus complexe, cette reprise de contrôle offerte par notre héroïne s'avère fort réjouissante, portée par un très bon casting, Sophie Thatcher en tête, que l'on retrouve ici quelques mois seulement après le déjà très bon Hérétique. Merci, c'est tellement mérité. Soyez bienvenus à la projection du premier film en compétition dans le cadre du 32e Festival international du film fantastique de Gérardmer. Il s'agit du film Grafted, c'est le premier film de sa réalisatrice, la néo-zélandaise Sacha Rainbow, qui n'a pas pu être présente parmi nous, mais elle a tenu à nous envoyer un petit message. Je vous laisse en compagnie de ce message et du film. Merci à tous. Bonjour tout le monde, je suis Sacha Rainbow, la réalisatrice de Grafted, and I'm so excited to introduce the film to you. I've always been drawn to genre cinema because it pushes boundaries and isn't afraid to get messy, physically or psychologically. Horror has a way of letting us explore the unknown, and for me it's the perfect playground to twist familiar themes into something unexpected. A massive thank you to all Isabel and the team at the festival for championing genre films and giving our home to Grafted. It's truly an honor to be here. Merci beaucoup, and I hope you enjoy the film. Deuxième journée et premier film de la compétition avec Grafted de Sacha Rainbow, qui présente ici son premier long métrage. Nous y suivons Wei, une jeune femme chinoise brillante, mais souffrant d'un handicap physique, qui part étudier dans une prestigieuse université en Nouvelle-Zélande. Peinant à se faire des amis, elle poursuit les recherches de son père, un scientifique décédé,
pour créer un sérum de beauté et devenir ainsi belle et populaire. À partir d'un point de départ plutôt classique, celui d'un personnage cherchant à s'intégrer malgré ses différences, Grafted nous offre un cocktail détonnant où quand volte-face rencontre The Substance. Si le film de Sacha Rambeau a le désavantage de sortir si tôt après celui de Coralie Farja, la réalisatrice néo-zélandaise parvient néanmoins à y apporter une touche personnelle, en grande partie grâce à sa mise en scène. Body horror, hérédité et désir d'acceptation sont au programme de cette recherche de substances miraculeuses à base de fleurs cadavres qui n'a jamais aussi bien porté son nom. Une plongée dans la course à la beauté et dans la folie, redoutable d'efficacité. Un premier essai extrêmement prometteur d'une réalisatrice à suivre de près. Présenté hors compétition, She Loved Blossom More est le second long métrage du réalisateur grec Yannis Velems. Nous y suivons 3 frères, lesquels construisent une machine à remonter le temps pour ramener à la vie leur mère décédée. Lorsque leur père entre en scène, leurs expériences tournent mal, ils s'enfoncent alors dans un enfer psychédélique où le passé et le présent fusionnent. Dans une maison familiale, transformée en labo rétro-futuriste, c'est une histoire de deuil impossible et de recherche d'éternité à travers le voyage dans des mondes parallèles que nous offre ce film pour le moins singulier. Un trip halluciné entre rêve et cauchemar, formellement splendide. Mêlant le drame et la science-fiction au surréalisme, le long métrage nous embarque ainsi dans un voyage initiatique sous substance, une fuite de la réalité, d'où ressort un univers visuel aussi étrange que captivant. Une œuvre dont les partis pris ne plairont sans doute pas à tout le monde, notamment son rythme lent, mais que je recommande aux plus curieux. Deuxième film en compétition, In Violent Nature, un premier long métrage écrit et réalisé par le Canadien Chris Nash. Contrairement au slasher classique, le film se veut ici plus expérimental, puisqu'il nous propose de suivre les événements depuis le point de vue de l'antagoniste, un tueur en série fraîchement extirpé de sa tombe pour entamer une quête vengeresse après s'être fait dérober un précieux artefact cadeau de sa chère maman. Il va ainsi traquer un groupe de jeunes qui se racontent son histoire. Autant le dire tout de suite, l'immersion voulue n'a vraiment pas fonctionné sur moi. Mutique, implacable, notre simili Jason Voorhees traverse de magnifiques paysages en vue d'accomplir sa sinistre besogne. Le film se veut contemplatif et épuré, misant sur son ambiance pesante pour captiver son public. Malheureusement, l'effet s'est très vite dissipé en ce qui me concerne. Entre un scénario prétexte, des dialogues creux, des personnages interchangeables et surtout de sacrée longueur, je pensais néanmoins pouvoir me raccrocher aux différentes mises à mort. Si une scène de meurtre, graphique et inspirée, est parvenue à me sortir de ma torpeur, la scène de la machine à bûches m'a semblé au contraire complètement tombée à plat, trop longue et trop cheap. Si le film assume globalement son choix de mise en scène, c'est paradoxalement quand il reprend le point de vue de la Final Girl qu'il parvient à redonner un peu de souffle au récit. Si je n'y ai pas trouvé mon compte, le long métrage a semble-t-il ses fervents défenseurs, le jury lui ayant décerné rien de moins que le Grand Prix. Soit. Bienvenue à la projection du 3e film de la compétition dans le cadre du 32e Festival international du film fantastique de Gérardmer. Il s'agit d'un film irlandais, Oddity, c'est le 2e film de son réalisateur Daniel McCarthy. Nous sommes très heureux d'avoir avec nous ici à Gérardmer ce soir la comédienne principale du film. Vous la connaissez, vous l'avez déjà vue à l'affiche du film You Are Not My Mother, prix du jury ici même en 2022. Elle est parmi nous. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir Caroline Bracken. Merci, salut. Bon, français est terrible, so I will speak in English. Thank you so much for the warm welcome. And Damien McCarthy, who wrote and directed this movie, would love to be here.
Merci à vous tous pour cet accueil chaleureux. Damien McCarthy, qui a écrit et réalisé le film, aurait aimé être présent ce soir. But I will pass on a message from him that he has said at the screenings that we have been to before. Mais j'ai un message de sa part, un message qu'il a déjà délivré aux quelques projections de ce film qui ont eu lieu jusqu'à maintenant. Just to sit back, have fun, enjoy, and don't take it too seriously. Essayez d'être le plus détendu possible, asseyez-vous, regardez le film, amusez-vous et ne prenez pas tout ça d'une manière trop sérieuse. That's it. Thank you. Troisième long métrage présenté en compétition, Oddity est le second film du réalisateur et scénariste Damian McCarthy, après Cavite, sorti en 2020. Il met en scène Darcy, une jeune femme aveugle travaillant dans un magasin de curiosités, convaincue qu'elle peut communiquer avec l'au-delà. Après le meurtre de sa sœur jumelle, elle cherche à démasquer l'assassin en utilisant un inquiétant mannequin en bois issu d'une collection d'objets maudits. Thriller psychologique teinté de surnaturel et d'horreur, Oddity installe peu à peu son atmosphère inquiétante, offrant à l'occasion quelques beaux frissons, notamment grâce à sa mise en scène minimaliste, la double prestation de Caroline Bracken et ce mannequin en bois au design extrêmement réussi. Brouillant la chronologie des événements et lançant de multiples pistes, ce quasi huis clos dans une maison isolée parvient à rendre son tout cohérent dans sa dernière partie, dévoilant une horreur plus humaine que ce qu'on imaginait. Très attendu, le film figurait parmi mes 2 prétendants au Grand Prix, il a finalement obtenu le prix du public. Quatrième film en compétition, Rumours nous entraîne en Allemagne à l'occasion du sommet annuel réunissant, dans un château, les dirigeants des pays du G7. Installés en bordure d'une forêt pour préparer leur déclaration, le groupe constate soudain que le personnel qui les entourait a disparu. En voulant tenter de les retrouver, les 7 politiciens s'enfoncent plus en avant dans une forêt qui s'avère pleine de périls et de mystères. Premier long métrage en commun d'un trio de réalisateurs composé de Guy Maddin, Evan Johnson et Galen Johnson, chacun versant dans le cinéma expérimental, Rumours est sans aucun doute le film le plus drôle que j'ai pu voir durant le festival, même si ce qu'il tente de mettre en avant n'est pas forcément très réjouissant. Tout à la fois satire politique et comédie horrifique, le film égratigne sans retenue l'image de nos pauvres dirigeants, proposant une farce absurde en plongeant dans l'inconscient perturbé de nos politiques, porté par un casting parfait, de Cate Blanchett à Denis Ménochet en passant par Roy Dupuis. Il en révèle ainsi les travers, l'hypocrisie et l'inaction devant les grands problèmes de ce monde. Un long métrage récompensé par le prix du jury ex aequo. Au programme de ce festival, des films bien sûr, mais également la conférence donnée par la Sororité, association dont l'objectif est la mise en avant de femmes autour du cinéma de genre, ainsi qu'un travail de réflexion de la représentation des minorités dans celui-ci. Une sororité présente au complet, puisqu'intervenaient ses 5 membres, à savoir Judith, Mylène, Jess, Jessica et Éléonore. Les esprits étant à l'honneur cette année, la conférence s'inscrivait dans cette thématique, abordant les fantômes au féminin à travers les âges et ce qu'ils disent de notre rapport à la féminité. L'occasion de retracer l'évolution d'une créature fantastique très souvent associée à la femme, de la figure du fantôme dans la littérature victorienne à l'esprit vengeur dans le cinéma japonais du tournant des années 2000. Projeté dans le cadre du Focus consacré à la V-Horror, une mise en avant d'un cinéma de genre vietnamien de plus en plus dynamique commercialement parlant, Crimson Snout, gros succès dans son pays d'origine, est le premier long métrage de Lu Tan Luan. Nous y suivons Nam qui, face aux événements surnaturels qui surviennent après la mort de son père, doit trouver un moyen de fermer l'abattoir de chiens familial qu'il croit être la cause de ces incidents étranges. Au même moment, il s'efforce de protéger sa petite amie et leur enfant à naître de la trahison des membres de sa famille. Inspiré du folklore vietnamien et plus particulièrement de la légende du chien démon à truffe rouge, d'où le titre, le film se révèle plutôt efficace pour ce qui est des relations entre les différents membres d'une famille légèrement dysfonctionnelle.
Comme Xuan, citadine découvrant la campagne et sa belle famille, le spectateur se retrouve plongé dans un nouvel environnement, entre relations toxiques se révélant au grand jour et spécialités culinaires traditionnelles bien particulières. Le film peine cependant à convaincre dans sa représentation de l'horreur, le design de l'antagoniste ainsi que certains effets spéciaux pouvant prêter à sourire à certains moments, mais j'ai globalement apprécié ce qui constitue, je l'avoue, mon premier film d'horreur vietnamien. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à la projection du 6e film en compétition dans le cadre du 32e Festival international du film fantastique de Gérard May. Il s'agit du film El Leando, The Wailing, en français Les Maudites. Ce film est une coproduction entre l'Espagne, la France et l'Argentine. C'est le premier film de son réalisateur qui va venir me rejoindre sur scène pour nous en dire quelques mots. Mesdames et messieurs, merci d'applaudir Pedro Martín Calero. I can get naked if you want to. I want to thank to you guys being here to watch our movie. I want to say thanks to the festival for the invitation and to be able to share the film with you. Merci à vous tous d'être ici ce soir. Je voudrais vous remercier donc d'être présents pour voir ce film. Je voudrais également, nous dit-il, remercier le festival pour avoir invité ce film, avoir invité moi et me donner la possibilité, l'opportunité de vous faire découvrir mon film. Today I was sitting in the restaurant of the hotel and there are like photographs of famous actors who've been there in previous festivals. Aujourd'hui, j'étais au restaurant de l'hôtel et puis tout autour de moi, il y avait des photos qui étaient accrochées de tous les comédiens, de toutes les personnalités qui sont venues à ce festival auparavant, les années auparavant. And there was Peter Wheeler from Robocop and also Robert Englund from Elm Street Nightmare, I think it's called. And I was feeling so happy and proud to be part of this in a modest way, you know. Et il y a beaucoup de gens, évidemment. J'ai vu par exemple Peter Weller qu'on a évidemment vu de Robocop. J'ai vu Robert Englund, Freddy Krueger, et j'étais très heureux d'être présent à cet endroit où autant de personnalités, de personnages mythiques sont venus avant moi. And then I saw next to my table the picture of Bill Pullman, who was the main actor in Lost Highway from David Lynch. That's kind of and the thing is, that film is the film that I always wanted to direct cinema films, but that film made me say, I need to direct films. And then I was so happy and proud again watching this picture and thinking about it, and I'm really thankful for the festival. Thanks. J'ai également vu sur le mur la photographie du comédien Bill Pullman. Et Bill Pullman, vous savez tous, c'est le comédien qui était notamment à l'affiche du film Lost Highway de David Lynch, qui nous a quittés il y a quelques jours. Et ce film, c'est vraiment le film qui, plus encore que tous les autres, m'a fait comprendre que non seulement j'aimais le cinéma de genre, mais surtout que j'avais besoin de faire des films du genre. Et donc, pour toutes ces raisons-là, je suis très heureux d'être aujourd'hui présent devant vous. Merci. Cinquième long métrage en compétition, Les Maudites, première réalisation de l'espagnol Pedro Martín Calero. L'histoire est celle d'Andrea, hantée par quelque chose que personne, pas même elle, ne peut voir à l'œil nu. Il y a 20 ans, à 10 000 km de là, la même présence terrorisait Marie. Camila était la seule à pouvoir comprendre ce qui lui arrivait, mais personne ne les croyait. Face à cette menace oppressante, toutes trois entendent le même son écrasant, un cri. Découpant son récit en 3 parties, Les Maudites explore le destin de 3 femmes, vivant à des époques et dans des pays différents, mais liées, semble-t-il, par des événements surnaturels, agissements d'une entité invisible et malveillante. Comme des petits airs de It Follows au programme, pour un long métrage dont la tension s'installe durablement et offre quelques apparitions marquantes.
Si des zones d'ombre subsistent sur certains éléments, le film parvient à capter l'attention et mettre en lumière la difficulté pour les femmes, quand leur parole est isolée, à trouver du soutien malgré leur détresse. Un film récompensé du prix de la critique et du prix du jury jeune. Sixième film en compétition, Azrael est le troisième long métrage du réalisateur E.L. Katz. Nous y suivons le personnage éponyme qui, dans un monde où personne ne parle, doit être sacrifié pour apaiser un mal ancien qui réside au cœur de la nature environnante. Échappée de sa captivité, la jeune femme ne reculera devant rien pour assurer sa survie. Entre fanatisme religieux et créatures voraces, Azrael nous embarque dans le parcours, en temps réel et semé d'embûches, d'une femme ultra déterminée à survivre et reprendre le contrôle de sa vie. Assumant le parti pris de ne proposer quasi aucun dialogue, et porté par la toujours impeccable Samara Weaving dans un rôle physique et où les émotions ne peuvent passer que par l'expressivité du regard, le film offre une tension de tous les instants et rend compte de la brutalité de ce monde post-apocalyptique par une violence frontale fort réjouissante. Sur le fond, Azrael, l'ange de la mort, risque de diviser, le récit manquant sans doute de profondeur, certains éléments restant dans le flou et libres d'interprétation. Après la masterclass du réalisateur britannique Gareth Edwards en 2024 et l'hommage qui lui avait été rendu, c'est au tour de l'américain Ti West de se voir convié aux deux événements cette année. Avec 10 longs métrages à son actif, dont la trilogie formée par X, Pearl et Maxine, diffusée durant le festival lors d'une nuit spéciale, Ti West revenait ainsi sur sa carrière, de ses débuts à sa rencontre avec l'actrice Mia Goth, en passant par son travail pour la télévision. It definitely was. You know, in the video store, the horror section always had the most artistic box covers, and they kind of overpromised what the movies actually were. The box covers were always better than the movies. But so it was, and that's also the section as a kid you're sort of not supposed to be in. Well, this is second. There's two sections you're not supposed to be in. That's one of them. And I was just interested in what you weren't supposed to see because I was like, well, why not? Well, like, how crazy is it? And I was always interested in finding out, like, what else is out there. And so I just kind of watched everything horror just to kind of test my limits, I suppose. And like I said, I found the artwork to be very inspiring and exciting. And usually I'd be let down by the film. And that's something that doesn't exist anymore. And I think to anyone in here who's like laughing, who experienced themselves, it was a really kind of profound way to experience movies because it was about the discovery, and that discovery really kind of made you put more reverence and effort into your watching of the movie. Whether it was good or bad, you gave it your best shot to like it. Le genre donc des films d'horreur dans les magasins, donc les magasins de cassettes là j'arrive pas à me rappeler en français, mais bref, vous voyez de quoi je parlais. Voilà, les vidéoclubs. Ah, merci. Le cerveau, hein, des fois. C'était vraiment quelque chose qui m'intéressait par l'aspect artistique, effectivement, en tout cas artistique, par le graphisme, l'environnement graphique des cassettes et des affiches. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéressait beaucoup. C'est ça qui m'attirait presque comme un aimant. Alors, nous dit-il, bon, il y avait peut-être une autre section du magasin qui m'attire aussi, mais bref, c'était surtout cette section-là. Et moi, je voyais les affiches, je voyais tous ces trucs-là, je me disais, oh, c'est dingue, c'est incroyable. Tout de suite, j'avais envie de voir tous ces films, de voir tous les films qui se cachaient derrière ces jaquettes vraiment incroyables. Et bon, de temps en temps, le film n'était pas à la hauteur de l'offre qui était générée dans l'imaginaire par ce graphisme, mais peu importe, parce que pour moi, c'était vraiment le goût de la découverte avant tout, savoir qu'est-ce qui pouvait bien se cacher derrière ces jaquettes. Et de temps en temps, il y avait des choses incroyables qui se passaient. Et c'est pour moi, encore une fois, nous dit-il, ces magasins-là, ces vidéoclubs, tous ces environnements n'existent malheureusement plus aujourd'hui. Mais c'est vrai que ça a été pour moi une éducation formidable dans le monde du cinéma. Yeah, I think there's so many movies that were inspiring. One in particular was Peter Jackson's Bad Taste, which had the cover of the box was this alien giving the middle finger, and that was probably why I watched it. And when I watched that as a kid,
I just watched it because if you've seen the movie, it's gross, and it's a movie where a bunch of aliens like vomit in a bowl and then they all drink it. And it never occurred to me that that was like a good movie. I just was like, this is this gross movie you watched at your friend's house. But then when I became interested in making films myself, and I would revisit some of these like kind of B movies that were in the horror section of the video store, I started to see like, oh, this is just him and his friends, and I could see how like a real person made this movie. I could tell the camera was on his car, or they just kind of put it on a ladder, and that's how they got it up so high, and that these effects were just like dirt they threw in the air. And that made it accessible to me, because that was the first time I could see that like a regular person, even though this was someone in New Zealand that I would never know, you could in theory just go make a movie. It never occurred to me before. So that movie was very inspiring to me for that reason. Un film qui m'a vraiment, nous dit-il, inspiré, en tout cas qui a révélé que j'avais cette passion en moi pour voir des films, apprécier des films et surtout faire des films. Un des points de départ, ça a été le film Bad Taste, que vous connaissez tous évidemment, le film de Peter Jackson. Je crois, nous dit-il, que ce qui m'a vraiment attiré en premier, c'est cette jaquette légendaire, cette jaquette de l'alien un peu bizarre qui nous fait voir son doigt. Ça pour moi, ça a vraiment été quelque chose qui m'a attiré, on va dire, de manière viscérale. Et ensuite, j'ai vraiment vu beaucoup de choses qui m'ont encore une fois révélé. Par exemple, au départ, on voit le film, c'est dégoûtant, il y a beaucoup de vomi quand ils vomissent dans des bols et puis qu'ils reboivent, c'est affreux, etc. Mais j'ai été au-delà de ça, ça m'a vraiment intéressé, nous dit-il, et puis je me suis rendu compte que finalement, c'est un film qui a été fait par quelqu'un avec ses copains, et par quelqu'un, par exemple, quand on voit un plan d'en haut, il a dû monter sur une échelle pour filmer comme ça, je me suis dit, ah, mais moi aussi je peux le faire. Et puis à un moment donné, pour faire un travelling, il était dans une voiture, il a volé, et j'ai commencé à comprendre qu'en se débrouillant, on pouvait faire à peu près pareil, et que le cinéma était accessible, en tout cas ce cinéma-là qui me plaisait à d'autres personnes, était un cinéma qui était digne d'intérêt et qu'il était accessible et que peut-être je pouvais faire ça moi-même. Et ça a été vraiment, même si le film en question a été fait en Nouvelle-Zélande, a été fait dans un endroit complètement différent, eh bien le fait de le voir et de comprendre beaucoup de choses en le voyant, ça m'a peut-être révélé un début de vocation. Some of it is that, but some of it is also practicality, because I didn't know anyone else that wrote any scripts or edited movies or produced movies. So for me, it was like going back to the Roost for a second. It was like, well, I have an idea for a movie. I better write it down so that Larry will give me the money to make it. So that's how I became a screenwriter. And then I'm going to go direct the movie because I had this idea for a movie, and that's what I did. And then I was like, someone's got to edit it, and I know how to use Avid, and I'll just do that. In my parents' basement, because that's not going to cost us anything, and I've been doing it. So, and I already have the idea how I'm going to cut it anyway, and we didn't have any room to shoot coverage, so it's like not a very hard job. So then I became a writer, director, editor, and I found the barn and helped do all that and put the cast together. So like I helped produce the movie. So suddenly you become like writer, director, editor, producer, and it's like it's really just filmmaking. And so at some point you can compartmentalize that, and you can parse it out, and you can maybe find people who are better at certain jobs than you are. But either way, all those jobs are combined in my mind to be just what filmmaking is. And so I still do it mostly, partially because I enjoy it, and then partially because of control, and then partially because of, it's still cheaper if I do it than if we hire other people to do it. So, and that seems silly, but at the same time, it's like, it does help. Maybe me editing it for less than what it would be for an editor lets me shoot for another day or two or something like that. And so, the movie benefits from it. As soon as the movie would benefit differently, I would switch it up, but it's, but yes, you do have a certain amount of control when you do all that. But, typically speaking, when I have an idea for a movie, I see it in my head played out as the movie, and then I just try to go do that. So when it comes to all the way through to editing and everything, I'm just putting together what I already see in my head. En fait, ça y est, je recommence. Faut pas que je dise en fait. Si je dis encore en fait, n'hésitez surtout pas à me le dire. C'est un peu vrai ce que vous dites, mais il y a aussi une raison pratique à ça, pour la raison pour laquelle je fais autant de choses sur un film, ou en tout cas la raison pour laquelle j'ai fait autant de choses sur mes films. Déjà pour commencer, nous dit-il, à l'époque, je connaissais pas de monteur, je connaissais pas de voilà. Donc c'est pour ça aussi que je l'ai fait, parce que j'en connaissais pas d'autres. Et puis nous dit-il, ça fait aussi partie
partie pour moi du package de la personne qui fait des films, du filmmaker en anglais, donc du cinéaste, on va dire, voilà. C'est-à-dire, un cinéaste, c'est quelqu'un qui fait ses scénarios, c'est quelqu'un qui tourne ses plans, qui met l'œil à l'œilleton de la caméra, c'est quelqu'un qui coupe quand il est devant le pupitre de montage. Tout ça, ça fait partie de la même chose. Et ça me plaît, j'aime faire ça, me dit-il. Alors évidemment, après, un petit peu plus loin dans le chemin, quand on en a fait sa carrière, oui, sans doute, on rencontre quelqu'un qui est un monteur qui monte un petit peu mieux que nous, un petit peu plus vite, etc. Mais je crois que c'est important pour moi de faire ça. Parce que quand j'ai une idée, par exemple, tout à coup, je me dis « Oh, je ferais bien un film. J'ai une idée et je vais essayer d'en parler à mon producteur. Mais pour lui en parler, il ne faut pas que j'oublie cette idée. Donc je vais l'écrire sur un bout de papier. » Mais en l'écrivant, il se rend compte qu'en fait, il a écrit le scénario, quoi. Et puis à un moment donné, il se dit allez, je vais faire le film moi-même, comme ça va aller plus vite, parce qu'il a une vision en tête. Il sait exactement ce qu'il veut. Attendez, je vais refaire je sais exactement ce que je veux. Et du coup, je me dis que s'il faut que j'aille voir un cadreur, etc., et que je lui explique, je veux ceci, je veux cela, ça va être trop long, ça va être trop compliqué. Donc autant prendre une caméra, le filmer moi-même. Voilà, je suis cadreur, je suis réalisateur, je suis tout ça. Et pour le montage, c'est pareil, comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'avais commencé à apprendre avec des VHS, et puis on avait un petit pupitre de montage dans le garage de mes parents, dans le sous-sol de mes parents, et c'est comme ça aussi que j'ai appris le métier. Voilà, en fait, tout ça, ça fait partie, pour moi, le dit-il, ça fait partie de la même chose. Donc encore une fois, on connaît d'autres personnes, on rencontre d'autres personnes plus tard qui le font mieux que nous, mais c'est quand même important de savoir le faire soi-même. Et pourquoi? Pour 3 raisons. La première, c'est que j'aime vraiment faire ça, ça me plaît, voilà, c'est mon moteur. Et puis ça me donne effectivement plus de contrôle sur le produit fini. Et puis en plus de ça, c'est moins cher, parce que forcément, si on paye un peu moins un monteur ou un autre, eh bien ça fait 1 jour, ou 2 jours, ou 3 jours de tournage en plus qui permettent de faire plus de choses sur le film fini. Et voilà. Mais encore une fois, tout ça pour résumer, pour nous dire, nous dit-il, moi quand j'ai une idée en tête, j'y vais, je la fais tout de suite, je ne perds pas de temps à l'expliquer à trop de personnes. Well, I hadn't made a horror movie in 10 years, and I was trying to think of, like, if I was going to do it, that seemed like a good time to do it. And I felt like horror movies, particularly in the States, had gotten really soft. Growing up, going back to the video store, you know, these were very salacious movies that were, you know, like lowbrow, sort of sex and violence kind of movies, particularly slasher movies. And I had never made a slasher movie, mostly because I wasn't interested in just a series of killings as a movie. But I felt movies got very soft. I felt like horror became really commercial in a way that it wasn't before, and so it felt like a good time to make a movie that was a series of killings. And but I was trying to think of what a way into that, of how to take sort of sex and violence and take something that was very lowbrow and try to do something crafty with it. And I was thinking about what would make me even want to spend 2 years making a movie, because I was happily doing television. And I just thought that it was like, I loved movies, and I wanted to make something that would kind of put that love for cinema sort of on display and kind of invite the audience to feel the same. So the idea of people making a movie within the movie, if I had made it about them making a horror movie, that would have probably been like too meta. But horror and porn have this kind of symbiotic relationship of the outsider genres that you could create a career in and have nothing to do with Hollywood. And so that felt like a way in to take sex and violence, and I just was getting a little bit older and thought, here's an angle on a villain I'd never seen before, which was, typically speaking, the young liberated people would arrive at a farm or something, and the puritanical older people that lived on the farm would punish them for their sort of liberated ways. I just thought what seemed more realistic and relatable to me is that the old people would be so jealous and resentful that that's why they would sort of punish them, is out of this sort of rage. And that seemed like a fresh way in. So all those ideas kind of swirled into one and became, you know, for me, I'm going to try to write a slasher movie that has a little bit of a relatable heart to it, but at the end of the day is about sort of people trying to change their lives with cinema. And if I can invite the audience to see the movie that way, that's the kind of movie I would want to see. And so that's what I wrote. À cette époque-là, je n'avais pas fait de film d'horreur depuis une dizaine d'années, donc je pensais que c'était le bon moment de revenir à ce genre-là. Et puis, ça correspond également à une période où, en ce qui me concerne, dit-il, je pensais que le genre du film d'horreur, eh bien, il était en train de devenir un peu
un petit peu mou aux États-Unis. C'était pas aussi violent, en tout cas aussi choquant que ça avait pu l'être quand moi j'étais jeune, adolescent, nous dit-il. Il y avait moins de sexe, moins de violence, moins de choses qui me paraissaient être des thèmes intéressants à plusieurs niveaux. J'avais l'impression à ce moment-là que l'horreur, le genre du film d'horreur, était devenu très commercial à ce moment-là, donc très édulcoré. Et moi, je voulais un petit peu revenir à ce genre-là originel, celui de ma jeunesse. Et puis voilà, je cherchais qu'est-ce qui pourrait m'exciter vraiment pour faire un film, parce que, encore une fois, faire un film, c'est vraiment 2 ans de votre vie. Vous consacrez 2 ans de votre vie à faire un film, donc il faut vraiment que ça vous parle au niveau des viscères, quoi. Et donc je me suis dit, qu'est-ce qui peut vraiment m'intéresser au point que je vais y consacrer 2 ans. Et là, je me suis rendu compte que j'aime faire des films, la fabrication d'un film, le cinéma en lui-même, c'était vraiment ça qui m'intéressait, et j'ai eu envie de tout mélanger, de mélanger l'horreur et le fait de faire des films. Et je me suis dit, voilà, je vais filmer des gens qui sont en train de faire un film. Alors, j'ai décidé de ne pas faire un film avec des jeunes gens qui sont en train de faire un film d'horreur, parce que là, ça aurait été un petit peu trop méta, mais je me suis rendu compte qu'il y avait un lien entre le cinéma d'horreur et le cinéma pornographique. Il y a vraiment quelque chose sur la base même, ça vient presque du même point de départ. Je me suis dit qu'il y avait beaucoup de choses qu'on pouvait faire, qu'on pouvait trouver une espèce de symbiose, et en tout cas, ce qui m'intéressait, c'était de filmer des scènes comme ça, avec du sexe, de la violence, mais sous un angle différent. C'est ça qui a été le point de départ de mon enthousiasme pour faire ce film. Et puis cette histoire de filmer des jeunes gens qui vont dans une ferme, et puis qui passent du bon temps, il y a du sexe, etc. Et les personnes âgées qui sont dans la ferme décident de les punir d'une manière horrible dans le film. Et pourquoi ils les punissent? Peut-être parce qu'ils sont jaloux. Il y avait beaucoup de choses comme ça qui m'intéressaient intrinsèquement par rapport à l'histoire, et c'est comme ça que j'ai voulu traiter cette histoire. Well, I was always hoping that whoever would play Pearl in X would also play Maxine. I didn't know if we'd be able to pull that off, but that was always kind of the ideal. And I was a fan of Mia's, and we met. I was lining up to meet with a whole bunch of people who had read the script and liked it, and she was the second person that I met. And as soon as we were done our Zoom, I remember calling A24 and being like, we're done. And we had a whole bunch of other people to meet, and I was like, but she's the perfect person for this. And they said, oh no, meet everybody else, because you never know. And we went through everybody else, and I was like, no, it's got to be her. And there was a couple people they were interested in, and I just was very firm about, like, she's the one to do this. And mostly it was because the conversation that we had together, we were very much on the same page. She really liked the movie. She really understood the movie. She understood the character of Maxine. And then when I suggested to her, like, the goal would be for whoever played Maxine to play Pearl, would you be up for that? She just sort of like went silent, and I could see the wheels turning in her head, and she was just like, I could kill that. And she was so confident from hearing this for the first time, and I just believed her. And I think at the same time, she had been in a bunch of films where she was not quite the lead, and she was very ready to play the lead, and she was really ready to take on a challenge. And the challenge of playing 2 roles, I think, seemed like very difficult to her, and that was more exciting for her. And so to have someone who kind of related a bit to Maxine in real life, personally, and then to have somebody who wanted to have a really hard time and wanted to do it anyway, felt like the perfect, partner to take on something as ambitious as this. À vrai dire, j'espérais que ce soit la même comédienne qui soit capable de jouer les 2 rôles. Je l'espérais depuis très longtemps, depuis que je pensais à ces films-là. C'est quelque chose que je voulais toujours faire. Et nous dit-il, j'ai toujours été moi-même un grand fan de Mia Goth, en français, Mia Goth. Et j'étais vraiment ravi de la rencontrer, déjà de savoir que j'allais la rencontrer. Alors, c'était à l'époque du Covid, donc lorsqu'il dit la rencontrer, c'était la rencontrer via le logiciel Zoom, mais il nous dit que dans la période de casting, en fait, il y avait beaucoup de comédiennes qui étaient prévues. Il savait qu'il allait en rencontrer beaucoup, mais Mia Goth, c'était la 2e
comédienne à qui il a fait passer le casting, donc encore une fois via la caméra du logiciel Zoom sur Internet. Et il nous dit, en fait, c'était quelque part incroyable parce que je l'ai vue sur cet écran, j'ai discuté avec elle, et à l'issue de cette conversation, donc Zoom, avec Mia Goth, même s'il avait 20, 30, 40 jeunes filles qui étaient en train d'attendre pour parler avec lui dans sa tête, c'était fait. C'était elle, ce serait personne d'autre, c'était elle, c'était sûr. Et alors bien sûr, voilà, ça a été un petit peu compliqué après à gérer, mais il savait que ce serait elle et ça a été elle. Et pourquoi ça a été elle? Pour plein de choses, parce que lorsqu'il a conversé avec elle, eh bien, il s'est rendu compte qu'ils pensaient la même chose sur le scénario, qu'ils avaient les mêmes idées et qu'elle avait vraiment complètement compris. Et d'ailleurs, dès le départ, lorsqu'il lui a dit est-ce que ça t'intéresse de jouer à la fois le personnage de Maxine et le personnage de Pearl, eh bien, il a vu Mia Goth qui a pris quelques secondes, qui a réfléchi, il a presque pu voir les rouages tourner comme ça dans sa tête, et tout de suite, même si elle s'est rendue compte que ce serait un vrai challenge et que ce serait difficile à faire, elle s'est dit mais ouais, je vais tout péter, je vais péter la baraque avec ce rôle. Elle a tout de suite compris que ce serait difficile, mais que ce serait excitant. Et donc du coup, ils étaient vraiment sur la même longueur d'onde. Et lorsqu'elle a dit je vais tout casser en interprétant ces deux personnages, il l'a cru tout de suite, il lui a fait confiance. Et puis le fait également, c'est aussi le fait que Mia Goth donc n'avait jamais, elle avait joué dans beaucoup de films jusqu'à ce moment-là, mais elle n'avait jamais eu le rôle principal d'un film. Et c'est aussi quelque chose qui l'a beaucoup excité, le fait de savoir qu'elle allait avoir la possibilité, l'opportunité de tout donner, voilà, dans un rôle principal. Et voilà, tout ça pour vous dire que c'était vraiment la meilleure comédienne possible. Well, when we were going to make X, COVID happened, and so the only place we could make it was New Zealand. And once we got the okay to go there and be essential workers and get visas and bring this crew down there and spend a fortune to build Texas and New Zealand, I kept thinking that to go all the way there at a time when we're one of the only productions on planet Earth fortunate enough to be shooting, make a movie, tear it all down and go home and sit in our houses felt like such a wasteful opportunity. And so I was like, we've done all this work, we've spent all this money, like how do we keep making movies? And so I pitched A24 an idea for a prequel, and they liked the idea. I don't think they were ready to make it, but they thought it was a clever idea, and that, you know, I was like, look, we've already built everything for X, so the second movie will cost half as much money. We don't have to build the barns or anything. And so they were intrigued by it. And I said, look, I'll go write the script. This has become a pattern in my career. I was like, I'll go write the script, and if you like it, we'll make it, and if you don't, we won't. And so I called Mia, and I said, look, I have this idea for a movie, and I pitched it to her, and she liked it. I said, would you stay another 3 or 4 months in New Zealand if somehow we pull this off? And she said she would, and I said, well, since you're playing older Pearl, would you want to collaborate on it? Because there's really, if you say no, there's no movie without you. And so it felt like the right way to do it is to kind of figure it out together. And so I had to do 2 weeks in quarantine to get into New Zealand. And my plan was to write the script then. So we would FaceTime, and I would do a whole bunch of writing, and we would just talk about scenes. And I would ask her if there's ever scenes she's always wanted to do in movies and things like that. Because I already had the kind of outline for the movie. I just wanted to make sure she got her like DNA into the character, since she was going to be playing the older character. And so that's what we did. And then we sent the script to A24, and they said, like, you know, if you could show us how we can make it inexpensively, we'll do it. And we did, and they did. Lorsque j'ai voulu faire le film, donc X, c'était à ce moment-là, vraiment au moment où on allait faire le film, très peu de temps avant, Covid. Voilà, le Covid est arrivé. Pas besoin de vous expliquer le Covid, je pense que tout le monde s'en rappelle très bien. Et là, c'était très compliqué parce que faire un film à ce moment-là aux États-Unis, enfin dans beaucoup d'endroits dans le monde, c'est devenu impossible. Et le seul endroit sur la planète Terre qu'on a trouvé pour pouvoir continuer, pour pouvoir filmer donc ce film, c'était la Nouvelle-Zélande. Donc on est parti en Nouvelle-Zélande, mais je me suis dit, attends, trouver les visas, emmener le matériel et puis reconstruire le Texas en Nouvelle-Zélande, ça va coûter beaucoup d'argent, ça va être très compliqué, ça va prendre du temps. Et je me suis dit, si on va vraiment là-bas pour faire ce film, autant en profiter pour continuer, pour faire un autre film. Et donc j'ai commencé à réfléchir éventuellement à une suite ou faire un autre film dans le même esprit.
Et j'en ai parlé à A24, je leur ai exprimé mes souhaits, mes idées, et A24, ils ont pensé que c'était vraiment une bonne idée. Ils m'ont dit, est-ce que tu peux trouver une idée, en tout cas un synopsis pour commencer, mais vraiment très très vite. Et c'est ce qu'il a fait. Il me dit, lorsque je suis arrivé en Nouvelle-Zélande, on m'a mis en quarantaine pendant 2 semaines, et je me suis dit, je vais prendre ces 2 semaines-là pour écrire le film. J'en ai parlé à Mia Goth, parce que je me suis dit, je vais faire soit une suite, soit un préquel, donc un film qui se passe avant. Et comme Mia, elle avait déjà évidemment beaucoup travaillé son rôle, donc l'ADN, on va dire, du personnage, de Maxine, c'est un ADN qui était déjà en elle, donc elle n'aurait peut-être pas, sans doute pas, de difficulté à interpréter un autre membre de la famille, etc., puisque donc l'ADN est en elle. Donc elle était d'accord, elle était à fond dedans, et voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire ce script, et on est resté 4 mois de plus tous ensemble en Nouvelle-Zélande pour pouvoir continuer à faire le film, donc Pearl. Yeah, I think Altman is I think that makes sense. Yeah, I thought to go to Hollywood in the finale was to try to be in all of the almost tourist-like locations, and to see Hollywood for all of the things about it that I guess like idolize in a way, but maybe to see them from a different perspective, and to see all the different types of characters in Hollywood, because there's a certain thing about LA where you can be discovered at any moment and become famous, or that doesn't happen at all. But because of that, everyone from a cop to a whatever, everyone's kind of got a headshot in their bag, and everybody is like a wannabe actor and an almost superstar and things like that. And I find that very charming. It can be very depressing also, but I find it to be very charming. And that's kind of what I wanted you to feel in the movie, is that everyone in this movie, this big sprawling LA thing, everyone is still kind of affected by like the movies and the movie business, even if that's not. Whether it be the killer has their own connection to it, or Maxine and whatnot. That just felt charming to me. Votre référence à Altman, effectivement, est bien vue. Pour moi, nous dit-il, Hollywood, c'est un endroit, et pas que pour moi, c'est un endroit qui est mythique, c'est un endroit qui transporte tellement de mythologie. Lorsque j'ai voulu faire en sorte que cette trilogie se termine à Hollywood, je voulais aussi faire voir tous les endroits que moi-même, le dit-il, j'idolâtrais. C'était des endroits qui étaient tellement, et qui sont encore tellement importants pour moi. Je voulais faire voir tous les endroits hyper touristiques, tous ces endroits qu'on voit quand on va à Hollywood, quand on rêve d'aller à Hollywood. Je voulais les faire voir, et je voulais faire voir tous les personnages, presque les stéréotypes que l'on peut retrouver sur Hollywood Boulevard ou dans tous les endroits de Los Angeles. À Los Angeles, il y a toujours cette idée, qui n'est pas qu'une idée, qui est une réalité, qu'on peut devenir célèbre du jour au lendemain, qu'on peut devenir une star du jour au lendemain. À Hollywood, à Los Angeles, même les policiers, quand ils sont en train de faire leur travail, eh bien, dans leur poche, comme ça, même les policiers sont capables d'ouvrir leur poche et de sortir des photos d'eux, des photos comme ça, vachement bien vues, parce que peut-être qu'ils vont rencontrer un directeur de casting. Tout le monde se dit que, voilà, la célébrité, pardon, la gloire, le star system, c'est vraiment à portée de main. Et c'était pour moi, c'est quelque chose que je trouve, encore une fois, c'est une réalité, c'est vraiment comme ça, et c'est quelque chose, nous dit Ty, pour moi, je trouve ça charmant, je trouve ça touchant, je trouve ça aussi un petit peu déprimant, et c'est tout ça qui me plaisait dans le fait de faire en sorte que le dernier film, que cette trilogie se termine à cet endroit-là. Bonsoir. 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 Non, mais écoutez, merci, voilà, faut dire merci. Vous pouvez rigoler, réagir pendant le film, tout ça, pas seulement pendant les logos du début, mais même pendant le film. Voilà, vous avez le droit, c'est bienvenu. C'est normal aussi si vous
vous aimez pas, hein, on est habitué, voilà, non, et puis c'est vrai que moi je suis très gêné en vrai, parce que j'ai vu Auditi, bon, donc allez voir donc bon, c'est un peu particulier d'être à côté. Nous c'est un premier film qui est un peu bricolé, voilà, on a fait ce qu'on a pu. Ça a pris 14 ans quand même, mais c'est surtout un miracle de production. Donc voilà, je pense qu'il faut quand même il faut saluer là, c'est plus, voilà, pour ces raisons-là, je pense, de production et de financement, quoi, qui sont complexes. Voilà, moi je vais juste vous dire que c'est pas de l'intelligence artificielle, donc calmez-vous, on se calme. Parce que les gens veulent me tuer régulièrement à la sortie parce qu'ils croient que c'est de l'intelligence artificielle. Ce n'est pas de l'IA, voilà. Enfin, il y en a techniquement un tout petit peu, mais c'est des gens qui ont été payés, qui sont des professionnels et qui ont choisi, d'ailleurs contre mon avis, d'utiliser de l'IA parce qu'ils trouvaient ça créativement intéressant. Voilà. Ça arrive, bon, et donc ne vous énervez pas, personne n'a été exploité, aucune machine n'a été exploitée pour faire ce film. Ce sont des êtres humains qui ont été rémunérés et qui ont créé de manière très complexe d'ailleurs, mais souvent avec des images beaucoup plus anciennes que le boom de l'IA actuel, donc c'est pour ça qu'il y a un petit décalage dans la réception de ces images. Mais bon, bref, je vous en parlerai si vous avez envie un jour. Et non, la dernière chose, c'est que pour moi, je fais le clown, mais tout ça est très sérieux, désespérément. C'est-à-dire que c'est un film qui est très 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 personnel. Et c'est vrai que moi je détestais les films d'horreur. C'était pas mon truc du tout. Je pouvais pas en voir pendant 19 ans. Jusqu'à ce qu'il m'arrive un truc dans la vie, que je raconte dans le film, enfin qu'il raconte dans le film. Parce qu'on a payé pour ça. Et en fait, depuis ce truc-là, je me suis mis à voir énormément de films d'horreur. Voilà, c'est devenu même hyper important pour moi. Et donc c'est un truc, voilà, je pense que ça peut aider des gens comme moi, donc peut-être ça peut aider des gens comme vous, plutôt Auditi que LSD. Voilà. Voilà. Et donc voilà, il y a beaucoup de choses vraies dans le film. Parce que pour moi, c'est vrai que le cinéma de l'imaginaire et le cinéma intime et même autobiographique, pour moi c'est la même chose, il n'y a pas de différence. C'est vraiment, si j'ai un but dans la vie, je dirais, c'est de, outre de faire fusionner l'univers, c'est de voilà, fusionner un peu ces deux trucs-là, quoi. Voilà. Bonsoir. Je vais juste saluer Edith Proust, ma partenaire de jeu qui n'est pas là ce soir, qui ne pouvait pas y être. Remercier Thibaut qui s'est beaucoup battu pour garder son casting. Moi, j'ai été contacté par Thibaut, je pense, au début d'année 2019. Le film a ensuite vécu pas mal d'histoires, beaucoup de difficultés avant qu'il puisse le faire. Donc je remercie Thibaut et Damien d'avoir gardé le casting original. Et voilà, vous pourrez essayer de reconnaître dans le film ce kimono qui apparaîtra sur moi dans le film. Donc effectivement, voilà, il y avait des choses autobiographiques à reproduire. Voilà, merci à tous et bonne projection. 7e long métrage sélectionné en compétition, Else est le premier film du philosophe et réalisateur Thibaut Hémin. Adaptation en format long du court-métrage du même nom, Else est un projet hautement autobiographique et marqué par la doctrine métamorphiste dont le développement aura nécessité pas moins de 13 années. Nous y suivons Hanks qui vient de rencontrer Cass quand éclate une épidémie. Partout, les gens fusionnent avec les choses. Cloîtré dans son appartement, le couple doit faire face à cette menace monstrueuse. À travers une histoire d'amour naissante entre un angoissé et une extravertie, au cœur d'une pandémie et d'un confinement, Else explore la notion de perte d'intimité puis d'identité. Passé une première partie de découverte des personnages et de leur cohabitation forcée, entre humour et absurde, le film dévoile pleinement son potentiel quand l'horreur gagne les corps. Parcouru de fulgurances visuelles, que le recours à l'IA sur quelques images ne saurait entacher,
de bonnes idées et d'une mise en scène inventive, Elle, c'est une proposition singulière à découvrir pour les plus curieux. C'est un honneur pour moi d'être ici. It's a real honor to be here and to share the stage with Ty. I'm very sure I'm not going to expand too much because important is the movie, not what I have to say about the movie. So the only thing is that this is a movie that shouldn't exist. So many people told us don't do it, but we did it. And we did it in the most honest way, so I hope you like it. Thank you very much. Merci. Merci à vous tous d'être ici, c'est un honneur pour moi, me dit-il, d'être sur cette scène devant vous et de partager la scène avec Ty West. C'est un film qui a été compliqué à monter, il y a beaucoup de gens qui m'avaient dit à l'époque de ne pas le faire. Il est fait, voilà. Donc vous allez maintenant découvrir et le juger, l'apprécier peut-être. En tout cas, je n'ai pas envie d'en dire trop, donc je vais m'arrêter là. Et vous pouvez à nouveau maintenant, avant de voir et d'apprécier la projection que vous allez avoir dans quelques instants, vous pouvez à nouveau applaudir le réalisateur. Huitième film en compétition, La fièvre de l'argent est la nouvelle réalisation de Galder Gaztelu Urrutia, à qui l'on doit le sympathique La Plateforme, diffusé en 2019, et sa suite, La Plateforme 2, disponible depuis quelques mois. Dans La fièvre de l'argent, une étrange maladie décime les personnes les plus riches et les plus influentes de la planète. Le virus, qui semble d'abord n'affecter que les milliardaires, s'étend rapidement à des fortunes plus modestes, obligeant chacun à se débarrasser de sa moindre richesse et précipitant l'équilibre économique mondial dans le chaos. Le réalisateur abordait déjà la thématique de la lutte des classes dans ses œuvres précédentes, il remet ici le couvert, avec cette épidémie ne s'attaquant semble-t-il qu'aux plus riches. L'occasion d'inverser les rôles, de plonger nos chers fortunés dans le drame d'avoir à quitter son pays de gré ou de force et de trouver refuge chez qui veut bien, mais loin, très loin. Jouissif dans le portrait peu reluisant qu'il fait des puissants à travers le personnage principal, incarné par Mary-Elizabeth Winstead, puis dans l'inconfort, la précarité et la peur dans lesquels il les plonge, le troisième tiers apparaît moins percutant une fois passée l'urgence. Reste une dernière image savoureuse venant rappeler que l'être humain n'apprend décidément jamais rien de ses erreurs. Réalisateur novateur, comptant plus de 40 films à son actif, dans des genres très variés, Steven Soderbergh revient avec Présence, long métrage tourné à l'iPhone, dans lequel une famille en crise emménage dans une nouvelle maison. Une série d'incidents insolites les convainquent qu'ils sont épiés par une entité invisible. Eh bien le film est un de ceux que j'ai le moins apprécié du festival, autant sur le fond que sur la forme. Je n'ai tout simplement pas accroché au problème de cette famille dysfonctionnelle, ayant du mal à ressentir vraiment la peine éprouvée par le personnage de Chloé suite à la perte de sa meilleure amie. Le père étant proche de sa fille, le seul à croire les événements étranges qui lui arrivent, j'ai par conséquent eu là aussi beaucoup de mal à comprendre ce qui le minait à ce point, mis à part une femme qui travaille trop et un fils un peu con sur les bords. Le reste de l'intrigue ne brille pas tellement, n'ayant pas trouvé la révélation finale si renversante, puisque légèrement prévisible. Sans parler de ce personnage de médium insupportable de clichés. Quant au dispositif mis en place afin d'adopter le point de vue de l'esprit, je n'y ai rien vu non plus de terriblement innovant. Une caméra mobile, un grand angle et des plans dans des recoins inhabituels, et le tour est joué. Il me semble quand même qu'on a déjà vu ça. Bref, vous l'aurez compris, très peu pour moi. Dans le cadre du 32e Festival international du film fantastique de Gérard May, il s'agit du film Exhuma, un film qui nous vient de Corée du Sud. Le réalisateur du film, Jang Jae-hyun, n'a pas pu être présent parmi nous malheureusement. Mais il a tenu à envoyer un petit message vidéo. C'est pas mal. Donc du coup, je reste en compagnie de ce message. Je vous souhaite une excellente journée. Merci à tous. 안녕하세요. 파묘 이슈만의 감독 장재현입니다.
저희 영화를 초청해주셔서 너무 감사드립니다. 일정이 되면 가서 영화를 너무 같이 즐기고 싶었는데 참석 못하게 돼서 너무 죄송하고요. 파묘는 한국 역사적인 그런 제목으로 만든 오컬트 호러 스릴러 영화입니다. 영화제 하신 프랑스 분들 또 다른 나라 분들 전부 영화로 어떻게 오실지 참 궁금한데 아무튼 정말 저의 그 영화로 즐거운 시간이 됐으면 참 좋겠습니다. 예, 아무튼 제가 알기로 국제 판타지 영화제에 저희 영화 파묘 이슈만을 추천해 주셔서 너무 감사드립니다. Neuvième et dernier long métrage de la compétition, Exuma est le troisième film de son réalisateur, Jang Jae-yoon. Nous y suivons deux jeunes chamans engagés par une riche famille qui craint qu'un danger plane sur leur nouveau-né. Une sombre malédiction semble peser sur la famille. Les chamans font appel à un géomancien et un croque-mort afin de retrouver la tombe de l'ancêtre à l'origine de ce mal. Il faisait partie des films qu'il me tardait de découvrir et il ne m'a clairement pas déçu. Gros succès dans son pays d'origine, la Corée du Sud, ce thriller horrifique nous plonge sans perdre de temps dans cette histoire d'exhumation et de crémation à haut risque. Alternant habilement scènes de rituels au rythme effréné et passages plus posés mais pas moins tendus et angoissants, Exuma s'avère particulièrement bien construit, le mal se gardant bien de révéler trop hâtivement son vrai visage. Explorant les liens entre les vivants et les morts, le film fait ainsi ressurgir les fantômes du passé, entre secrets de famille et traumatismes de l'histoire. Techniquement irréprochable et doté d'un fantastique casting, Go-eun Kim et Min-sing Choi en tête, Exuma est un film qu'il me tarde de revoir. Il était mon favori pour le Grand Prix, il sera tout de même reparti avec le prix du jury ex aequo. Entre deux séances, direction la Villa Mon-Plaisir, pour un voyage au cœur des mondes fantastiques et horrifiques, le festival nous invitant à découvrir les univers oniriques, mystérieux ou monstrueux de 6 artistes, dont Grégory Lay, illustrateur et graphiste, à qui l'on doit notamment pochette d'albums, storyboard, design de maquillage et SFX, concept arts, affiches et logos. Il y a quelques semaines, j'abordais en vidéo le film La chose derrière la porte, et plus récemment La chevauchée des morts vivants, et bien ce sont justement ces illustrations que l'on retrouve sur les éditions d'Extra Lucide Film et du Chat qui fume. Pour une découverte plus approfondie de son travail, je vous invite à vous rendre sur son site internet, le lien est en description. Second long métrage du duo australien Tom McKeith et Will Howard, In Vitro se déroule dans un futur proche où Leila et son mari Jack expérimentent des techniques de biotechnologie dans l'espoir de sauver leur ferme d'élevage au bord de la faillite. Lorsqu'une série d'événements étranges se produisent, Leila soupçonne son mari de faire des expériences scientifiques qui pourraient bien la menacer. Se saisissant du thème du clonage, In Vitro nous plonge dans le quotidien routinier et difficile d'un couple de fermiers vivant dans une propriété rurale, loin de tout, et dont la production rencontre de plus en plus de problèmes de viabilité. La tension est palpable, d'autant que le couple est au bord de la rupture. Jack semblant contrôler Leila dans ses moindres faits et gestes. Voyant que sa femme s'éloigne de plus en plus de lui, Jack va tout faire pour la retenir et sauver son mariage. Du drame domestique, le film va, peut-être un peu trop vite, virer au thriller, une fois l'horrible vérité dévoilée au grand jour. Une partie certes plus conventionnelle, mais pas moins efficace, jusqu'à un final ambigu. Premier long métrage de Destry Aline Spielberg, dont le nom de famille vous évoque forcément quelque chose, Please Don't Feed the Children met en scène une bande d'orphelins descendant vers le sud en quête d'une nouvelle vie, alors qu'une épidémie décime la population des adultes. Ils finissent par se retrouver à la merci d'une femme psychotique cachant un dangereux secret. Avec Please Don't Feed the Children, la fille de son père s'attaque donc au thriller dystopique, une fin de festival plutôt en demi-teinte, tant l'intrigue s'éloigne très rapidement de son point de départ, s'orientant finalement vers quelque chose de plus convenu qu'espéré, sans véritable prise de risque.
reste un produit très bien emballé, sans véritable personnalité, un divertissement honorable, mais rien de plus. Et c'est donc la fin de ce bilan d'un festival qui m'aura une fois de plus permis de faire de belles découvertes. J'en profite au passage pour passer le bonjour à Az l'épouvantail, que j'ai eu la chance de croiser là-bas et avec qui j'ai pu m'entretenir longuement autour d'un verre. Merci à celles et ceux qui seront restés jusqu'au bout de cette vidéo, j'espère vous avoir donné envie de découvrir certains films de ma sélection. Si vous avez apprécié ce gros bonbon vosgien, alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!